La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, mais c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc, il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors, la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école, parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est séparant de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors,
il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit, mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit, attendez les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans, il a pris dans sa jeunesse, il a mûri dans son âge d'homme, il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, chez le peuple, on dit il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Et lorsqu'il a 21 ans, il y a la circoncision qui se présente. Et alors, la circoncision consiste à quitter le domaine de l'enfance, le domaine inférieur, pour entrer dans le domaine médian. Et alors, la circoncision comporte des cérémonies. Il y a la nuit de la veillée de la circoncision. Et alors, cette nuit est une nuit où on organise des danses. Alors, tous les parents viennent de partout. On envoie des apports, tous les griots viennent et on passe toute la nuit à chanter. Et alors la tante est généralement celle qui mène ou l'oncle. Ce sont ceux-là qui sont intéressés dans cette chose parce que c'est dans la circoncision parce que ce sont eux qui sont les vrais responsables de l'enfant. Et alors dans cette chose on fait la généalogie, on chante. Et alors par exemple on dit Hulali hulali miye nima Hulali jango miye nima Dogali dogali miye nima Dogali jango miye nima. Je m'excuse, j'ai pas une bonne voix. Bon, et alors ça veut dire si tu n'as pas peur, demain je te ferai un cadeau. Si tu n'as pas eu peur du fer, du couteau, du forgeron, demain je te ferai, parce que c'est le forgeron qui circoncis. Si tu n'as pas peur du couteau du forgeron, demain je te ferai un cadeau et tu ressembleras à ton grand-père qui n'a pas eu peur de la lance de tel jour. Alors là, on cite les guerres. Alors c'est toute l'épopée qui se mêle. Et alors, le lendemain matin, de très bonne heure, les enfants vont sous l'arbre de la circoncision. Ils campent là. Et alors, on les met par ordre de caste. Il y a les nobles d'abord, il y a les castés, et puis il y a les captifs. Parce qu'il y a 3 clans. Les nobles, les hommes de caste et les captifs. Et alors, parmi les nobles, on regarde le plus noble, celui qui doit être le premier circoncis. Alors on l'appelle le général du groupe. Alors on regarde celui qui est de la caste la moins élevée, la plus en arrière. Il devient la fermeture de la circoncision. Et cette situation est très pénible parce que quand les circoncis ont fini de manger, ils viennent tous essuyer. C'est la chevelure du dernier circoncis qui leur sert de serviette. C'est là où ils viennent essuyer leurs mains. Et alors, lui, il est le souffre-douleur de tout le monde. Bon, et alors, il est chargé de toutes les corvées pénibles. Mais
cela lui donne le droit d'être le mieux initié. C'est pour se rattraper. Et alors ainsi, dans la vie, il devient peut-être le plus initié de tous. Et alors, parmi les chants de jeunes gens, il y a des chants on peut dire des chants qui tiennent liés de gymnastique. Par exemple, la danse de Direre, c'est une danse des captifs peuls, mais que de nobles peuvent danser. Mais alors, c'est vraiment de la gymnastique. Et alors, chez Sam, par exemple, c'est très rythmé. Par exemple, on dit Samba joa ulan ledina, sa hulata ripula ungara, e samba joa ulan ledina, hulata ko ulan ledina. Alors lui, il se met à ce temps-là à marteler. Parce que dans la musique africaine initiatique, c'est le danseur qui guide la musique. C'est lui qui règle la musique, selon qu'il est actif ou qu'il est fatigué, qu'il est passif, la musique le suit. C'est pourquoi la musique africaine cesse sans transition. Ça dépend de la résistance du danseur. S'il est fatigué, au moment où s'il est fatigué brusquement, la musique s'arrête en tant qu'avec lui. Ça ne fait pas une suite comme ça. Et alors ces poèmes, ça veut dire Samba jo aulan ledina, sa hulata ripula ungara, yimno begaran de fumbi, Samba jo takula lediko, mi haurali ema be halapai, Samba jo kula ledika, ulukori pori anawara. Alors tout le monde répond Samba jo aulan ledina, hulata kori pula ungara. Elle dit le premier fils de son père, as-tu peur de la terre? Si tu n'as pas peur de la terre, saute et danse, donne 2 coups de pied à la terre et que je vois tes talons soulever la poussière. Elle dit, une telle m'a dit que tu as peur. Alors on nomme une jeune fille pour laquelle le type peut avoir du béguin. Elle lui dit, une telle m'a dit que tu as peur. Alors lui il répond, je n'ai pas peur pourvu que le battement de vos mains soit en cadence. Alors, tenez la cadence, me voilà venir. Alors là, il commence. Et alors, les chants sont faits. Il n'y a pas solfège comme chez vous, mais il y a des onomatopées. Des onomatopées qui donnent les airs. Et alors, tous les groupes répètent l'onomatopée. Alors, le poète entre, et puis immédiatement, comme tout est improvisé, alors il improvise en suivant le rythme que les autres tiennent. Par exemple, si on lui dit, mais sur quel rythme veux-tu danser? Il dit, je vais danser sur le rythme de Sambadio. Alors là, il chante ce que je viens de dire. Mais s'il dit, je vais danser sur le rythme de Tari, alors là, tout le monde se met tarindi tarindin din tindaritam tarindi tarindin din tindaritam tandarandat dandandara tandarandat dandandara. Alors tout le monde, vous voyez, 300 personnes comme ça, tarindi tari. Alors ça fait vraiment une musique qui est faite de bouche. Et alors il enchaîne, le poète enchaîne là-dedans. Bailel jabate bailel sambalana. Tarindi tarindindi midoima tarindi tarindindi sapoeta ton fatuma be iyo nyale o samba iyo tarindi tarindindi darita. Alors c'est la réplique. Ou bien les autres disent c'est ere. Alors là il dit ere de ere nana injo ere nana sajode, qui ne veut absolument rien dire. C'est comme si on dit tra la 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 tra la 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 la. Mais ça permet au poète d'enchaîner. Quand il dit erede eyerenana erenana inyo eyerenana sajode, le poète dit Allah sekani mingindi yalla gindi sekata mayo. Alors ça c'est une parole. Alors il dit erede qui ne veut rien dire. Alors lui il dit, c'est Dieu qui nous inspire. Et de cette inspiration, nous faisons des poésies
qui sont si fortes et si élevées qu'elles creusent des fleuves et font des méandres. Allah se kanimin gindi, yalla gindi se katagiyema yosa jode, et ainsi de suite. Alors vous en avez toute une gamme pour montrer comment les chansons sont conservées. Et alors les thèmes, évidemment, on ne peut pas demander à la tradition orale d'avoir un thème comme des archives, comme des livres écrits. Et alors, mais il y a des thèmes, il y a des étages, il y a des développements qu'on ne peut pas. Par exemple, si vous avez un conte à raconter, un conte initiatique, comme celui de Kaïdra, alors vous avez 11 points que vous ne pouvez pas négliger. Ça, il faut les respecter. Mais le développement, le paysage que vous mettez, ça dépend des gens auxquels vous parlez. Si, par exemple, vous êtes dans un pays de pasteurs, eh bien, vous parlez de pâturage, ça vous permet de parler des arbres et de montrer comment les trois voyageurs ont traversé des prairies. Et alors, vous en profitez pour montrer quelles sont les bonnes herbes et les mauvaises herbes, quelles sont celles qui sont d'utilité alimentaire ou d'utilité médicinale, d'utilité médicale. C'est une forme d'enseignement. Mais toujours par conte, par chant, par parole, rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple.